On va reprendre la série qu'on avait arrêtée la dernière fois. J'ai d'ailleurs que c'était bruité la dernière fois, il y avait trop de bruit. Là, je vais essayer de refaire la même chose et puis après, on va passer à de nouvelles notions. Jusqu'à maintenant, on a compris que on est en pleine étude de systèmes très petits, enfin, systèmes à l'échelle de l'atome. Ça veut dire qu'on ne va plus décrire les choses de la même manière. Avant, on décrivait des grandes choses comme des voitures, bah, une balle de tennis ou encore, bref, plein d'objets macroscopiques avec les lois de la mécanique classique, comme qui sont décrivables avec cette formule-là, somme de force égale à masse fois accélération. C'est vraiment simplifié. Maintenant, on va se mettre à décrire des choses, mais à l'échelle de l'atome. En fait, ils ne se comportent plus de la même manière que les objets classiques que tu connais, comme ta voiture ou encore ton avion. Là maintenant, on va les décrire avec une nouvelle loi, plus celle-là, mais une loi qu'un certain Schrödinger a créée, enfin, a mis en place, qui ressemble, en fait, qui décrit à la fois des particules comme des ondes et des particules. Enfin, oui. En gros, maintenant, vu que l'électron se comporte comme une onde, et bien on dit que les particules en général sont à la fois ondes et particules. Et donc l'équation va décrire un peu comment ces choses se comportent. À part de ça, on va décrire le système des particules avec cette équation-là, moins I h bar, la variation temporelle d'une certaine fonction, qu'on appelle fonction d'onde, égale à une application linéaire fois une fonction d'onde. En gros, ici, on te dit que le système des particules maintenant va varier au cours du temps de la même manière que au cours de l'espace. Enfin, pas de la même manière, mais genre, en gros, ça c'est la variation temporelle et ça c'est la variation spatiale. Cette opérateur-là, en fait, elle contient l'énergie totale du système. Donc, ça, en réalité, ça, tu peux le voir comme si c'était. Comment dire ça? T plus V, en réalité, c'est quoi? C'est la. Attends. Bon, la formule, j'ai connais plus trop. Je sais qu'il y a une variation carrée au cours de l'espace de la fonction d'onde plus le potentiel fois la fonction d'onde. Mais je ne sais plus les coefficients qui sont là. Ah oui, c'est h carré sur 2n. Voilà. En gros, ici, on te dit que le système, il va. Enfin, actuellement, je dis des conneries, mais actuellement, je ne suis pas trop. Enfin, je ne maîtrise pas encore le cours comme je voudrais, mais ça, c'est l'état à laquelle j'ai compris le cours. En gros, le système, une particule ou bien un système de particules, sa variation temporelle est égale à sa variation dans l'espace au carré plus. En gros, non, je pense que j'ai quand même du mal à interpréter cela. Mais dites-vous qu'avec ça, on peut décrire le système. Bon, en réalité, je vais spoiler quelque chose, hein. C'est que cette partie-là, on va ne plus en soucier. Enfin, on va juste prendre cette partie-là et décrire un peu le système, mais spatial. En gros, ok, vous voyez l'électron par exemple. Okay. On suppose que au cours du temps, on n'est pas censé. Enfin. Attends. Voilà. Là, je me rends compte qu'il n'y a pas une maîtrise totale. Ouais, désolé. C'est pas grave. C'est vrai que le bruit de la fenêtre, il m'a tué. Ah, ok. Le moment où la fenêtre a brûlé sa route. Vas-y, continue. Non, c'est pas grave. C'est quoi, tu fais une vidéo, c'est ça? C'est pour moi, genre, j'aime bien expliquer devant la caméra et. Ah, d'accord. J'ai de la merde. Non, mais c'est pas ça. En fait, nous, on voit que c'est un peu mal cadré, on te voit plus. Ok, mais. Non, je me dis peut-être. Ça, je sais pas. Ah ouais, j'avoue, peut-être à droite du tableau. Ouais, en fait, on voyait pas la formule à droite du tableau, tu vois. Oh punaise, bon, je vais recommencer du coup. Moi, je savais pas. Non, je regardais, j'ai peut-être c'était une vidéo comme ça. Ah non, c'est juste pour moi que tu fais ça. Non, vas-y. Bon, je vais recommencer. Bon, en même temps, c'est pas trop ouf ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais bon. Je te jure, j'étais trop, tu m'as capté pendant 5 minutes. Ouais. Ça m'a mouillé. Aïe. Tu as volé? Non, ouais, je voulais. Merci, Du coup, comme je le dis, maintenant, on va se mettre à décrire les particules d'une manière. En gros, à l'époque, une particule donnée, on va dire, représentée par un point matériel, un point comme ça, si on connaissait sa position et sa vitesse initiale, eh bien, grâce à la loi de la mécanique, on peut décrire sa trajectoire et tout l'espace qui occupera au cours du temps. Grâce à ça, et grâce à la formule de Newton,
bien, on sait décrire l'ensemble des trajectoires de la particule au cours du temps. On sait, après 3 secondes, où il sera. Après 10 secondes, où il sera. Et c'est puissant. Car quand tu connais l'évolution d'un système, un système, c'est juste un lieu d'espace dans lequel tu étudies des choses. On va dire que ton système peut être une classe dans laquelle ton étude, c'est les 20 élèves. Et du coup, le système, c'est la classe dans laquelle les 20 élèves se trouvent. Et du coup, grâce à la position initiale et à la vitesse initiale du système, enfin, en tout cas les particules dans le système, eh bien, on sait déterminer sa trajectoire au cours du temps. Et bien maintenant, on va faire un truc pareil pour les particules petites. Les particules comme les protons, les neutrons, et les électrons, et d'autres particules encore plus petites comme les quarks, les... Enfin, bref, il y a plein d'autres particules qu'on a vues durant la deuxième vidéo, je pense. Et du coup, voilà. Et pour faire cela, cela ne se fera pas de la même manière. Genre, maintenant, on pourra déjà, on ne pourra plus décrire le système à l'aide de ça et de ça. On va devoir trouver une autre manière, parce qu'en faisant ça, en fait, tu vois, quand on fait l'expérience, et tout, ça ne colle pas. Les résultats qu'on a ne collent pas au modèle qu'on a pour le décrire, quoi. En gros, tu décris qu'à 3 secondes, ton truc il est là, et bien dans la vraie vie, c'est pas ça, c'est faux. Mais du coup, après de nombreuses recherches, on a trouvé une manière de décrire l'évolution, en tout cas, un système. On a trouvé une manière on a trouvé une manière de décrire ça. Et du coup, voilà. Maintenant, on va plus pouvoir trouver la position initiale, la vitesse initiale, parce que une particule petite comme l'électron se comporte, enfin, on ne sait pas prédire son comportement, on ne sait pas comment il se comporte, on ne sait pas où il se trouve, et ni quand il est là ou quoi. Il peut se trouver partout à la fois, on va dire. Imagine cette boîte-là, eh bien, dis-toi que l'électron, il peut se trouver là, partout à la fois. Et au moment où tu ouvres la boîte, tu trouveras un endroit donné. Tu fermes la boîte, tu rouvres, tu trouveras un autre endroit donné. Tu fermes, tu rouvres, un autre endroit. Des fois, c'est même le même endroit. Ainsi de suite. Tu vas voir que, en ouvrant ça après 1000 fois, ok, tu vas voir que la plupart du temps, l'électron se trouvera ici, on va dire. Elle aura, on va dire, la moitié du temps, elle se trouvera ici. La plupart du temps, elle se trouvera ici, des fois 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 ici, et plein d'autres endroits à la fin. Plein d'autres endroits. Et chaque endroit, chaque position de l'espace de cette boîte-là, que je vais appeler D, eh bien, chaque endroit a une probabilité que l'électron occupe l'endroit. Donc, avant d'ouvrir ta boîte, eh bien, elle peut se trouver partout en même temps. Mais au moment où tu l'ouvres, tu la trouves à un endroit donné. Et si tu veux prédire, on va dire, à l'avance où elle sera, tu ne pourras pas. Et la seule manière de pouvoir s'approcher de la prédiction, de savoir où elle est, tu peux juste pour faire simple, tu connais juste sa probabilité de se trouver à ces endroits-là, grâce au modèle mathématique que je vais te montrer après. Et du coup, on va dire que grâce à ces modèles mathématiques, on peut par exemple dire qu'ici, l'électron a 20% de chance d'être là. Ou encore, on va dire qu'elle a 40% de chance d'être là, 0,5% de chance d'être là, 10% de chance d'être là, etc. Dans tous les endroits de l'espace, chaque endroit a une probabilité où que l'électron occupe l'endroit. Ici, je fais ça avec l'électron, mais on peut faire ça avec toutes les particules parce qu'ils se comportent de la même manière. On a fait beaucoup d'expériences pour prouver cela. Et voilà. Et en vrai, on peut trouver l'ensemble de probabilités de manière expérimentale. On peut faire 1000 expériences et constater que ici, à 15% du temps, elle est ici, à 10% du temps, elle est ici, à 20% du temps, elle est ici, à 0,5% elle est ici. Tu vois, on peut faire ça expérimentalement. On aura par exemple une distribution de les endroits où elle se trouve. Par exemple, si je prends un graphe, attends. Enfin, non, je ne sais pas comment on peut le représenter
Je ne sais pas comment on peut le représenter. Je ne sais pas comment on pourra le représenter dans un graphe. En tout cas, on peut faire ça et déterminer ça expérimentalement, mais sauf que c'est, comme tu peux en douter, c'est chiant et des fois même tu ne peux pas comprendre un peu. Enfin, tu peux avoir des résultats, mais c'est quand même bien de prédire à l'avance. Comme ça, on peut faire plein de choses, comme utiliser des propriétés qui sont vérifiables expérimentalement. Utiliser ça pour créer des choses comme l'ordinateur quantique ou encore d'autres choses comme utiles pour notre vie. Et, ouais. Tout, voilà, c'est quand même utile de prédire ça à l'avance que plutôt de faire ça plusieurs fois. Un autre exemple, imagine, tu travailles pour le gouvernement et que ton rôle, ton métier, c'est de faire ton métier. On t'appelle pour, on va dire, prédire à combien de pourcents à toute fin. Donner la probabilité de chance que les déchets radioactifs enfouis sur le sol explosent ou un truc du genre, tu vois. Tu vas pas faire ça, tu vas pas faire l'expérience plusieurs fois pour voir la probabilité. Genre, déjà une fois. Je sais pas si tu as compris. Non. Je donne un autre exemple. Euh, mhm. Enfin, je sais pas l'exemple. En tout cas, bref, c'est utile de savoir à l'avance la probabilité de chance que d'avoir ça ici, ça ici, ça ici. Car ainsi, on peut faire plein de choses avec ça. Et du coup, voilà. Maintenant, comment on prédit, on va dire, la probabilité, comment on trouve la probabilité d'avoir ici, 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 ici? Comment on prédit ces choses à l'avance? Eh bien, on va partir sur cette équation-là. C'est une équation d'onde et de particules. À gauche, on aura la partie temporelle de l'équation et à droite, on aura la partie spatiale. Et une onde, on sait qu'une onde respecte cette équation-là, qui est que la dérivée carrée de l'onde, que je vais appeler par exemple y, sur le temps, est proportionnelle à 1 sur v carré de la dérivée spatiale de l'onde. Parce que l'onde évolue au cours du temps de la même manière qu'elle évolue au cours de l'espace. Du coup, cette équation dit que leurs variations secondes est proportionnelle. Et généralement, l'équation de l'onde, elle est comme ça, c'est A sinus de kx moins oméga t plus B sinus cosinus de kx moins oméga t. Enfin, on pourrait dire ça c'est cosinus et ça c'est sinus en réalité. En général, on met d'abord le cosinus, ok, et puis on met le sinus. Mais les deux sont égaux à une phase de près, à un déphasage de près. Du coup, voilà, ça c'est ce qu'on connaissait sur les ondes. Sauf que maintenant, les ondes, on peut déterminer leur position au cours du temps, facile. Maintenant, les particules, c'est plus compliqué. Je vais pas dire, enfin, on va voir après, genre, qu'est-ce qui a mené à dire que les particules ont des comportements ondulatoires. On va voir ça après. Mais d'abord, je vais présenter l'équation qui permet de, on va dire, trouver ces probabilités-là que je t'ai parlé. Donc, je t'ai parlé. Et du coup, voilà. On aura une équation qui ressemble un peu à ça, mais bon. Vu que on ne décrit pas une onde, mais une particule à la fois une particule qui est aussi une onde, enfin, qui a des propriétés d'onde, l'équation ressemblera à ça. Moins I H bar la dérivée d'une fonction que j'ai appelée psi au cours du temps, eh bien, c'est égal à une opération sur cette fonction d'onde. Une opération qui fait quoi? Une opération qui dérive ça 2 fois au cours de l'espace. Le h, c'est une fonction, enfin c'est une application qui fait quoi? Enfin, bon, on voit c'est bizarre quand même. Genre, en fait, elle est égale à quoi? Elle est définie par l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique pour les particules quantiques, c'est quoi?
c'est P carré sur 2M plus V. Et ça, on peut montrer que c'est égal à quoi? À, attendez, H carré sur 2M, le Laplacien, plus V. Et le Laplacien, c'est juste une dérivée seconde dans l'espace. Ok. C'est ça que fait, en gros, le H, il fait ça sur lui. Il le dérive deux fois, il le multiplie par ça, plus il le multiplie par son potentiel, qui des fois, qui en réalité un scalaire. Et du coup, voilà. Et du coup, bah, en résolvant cette équation-là, on va trouver la fonction qui décrit la particule qui est une onde. Ok. Je vais me dire pourquoi pourquoi je fais une équation, je crée une équation qui va m'aider à trouver une fonction d'onde. Les fonctions d'onde, comme le nom l'indique, c'est pour les ondes. Or, ici, on étudie des particules. Mais bon, comme tu sais, les particules, ils ont les propriétés d'onde. Et pour dire qu'ils sont à la fois ondes et particules, surtout ondes, eh bien, il faut une équation d'onde. Toute onde a une équation d'onde. Et c'est pour ça que Schrödinger a travaillé sur ça et a trouvé cette équation-là, qui est en fait une équation d'onde. La solution de l'équation ici, c'est quoi? C'est juste une fonction d'onde, tout comme on l'a vu tout à l'heure pour les ondes. Sauf que là, maintenant, on ne peut pas dire que c'est cosinus, A cosinus de blablabla. Là, maintenant, elle aura une autre tête, la fonction d'onde. Ok. En fait, elle va dépendre de H ici. Bref, voilà. Ça, c'est l'équation qui décrit, on va dire, c'est une équation qui décrit comment se comporte la particule. Et si on la résout, on va trouver ça. Phi de x au cours du temps. Et tu vas me dire, en quoi ça va m'aider à connaître les probabilités dans la boîte? Et bien c'est simple. Ça là, je rappelle, ça nous donne trois choses. Ça nous donne les probabilités d'avoir une particule dans une région donnée, que j'appelle D, c'est une région de l'espace, au cours du temps. Non, et puis pour un temps fixe donné. Ça me donnait la probabilité d'avoir la particule pour un moment donné et dans un espace donné. C'est puissant quand même. Même si on ne peut pas prédire où elle sera au cours du temps, on peut au moins prédire la probabilité qu'elle soit à tel endroit, à tel instant donné. En mécanique classique, avec les objets macroscopiques, ce qu'on faisait, c'était quoi? C'était on arrivait à décrire, à savoir les positions d'un objet au cours du temps. Pour un temps donné, on sait où est l'objet. Pour un autre temps donné, on sait où est l'objet. Là maintenant, on ne peut plus faire ça. On ne peut pas dire à un instant donné, je sais où est la particule. Non. À un instant donné, je connais la probabilité que la particule se trouve à l'endroit où je veux la calculer. C'est ça maintenant la philosophie de la physique quantique. À un instant donné, on peut déterminer la probabilité d'avoir la particule à un endroit donné. Ok, du coup, voilà, ça nous aide à faire ça pour commencer. Deuxième chose, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ok, c'est bien, on sait qu'elle nous donne la probabilité d'avoir la particule, d'avoir la particule à un endroit donné. Mais ce serait bien quand même bien de savoir ça pour tout l'endroit, on va dire, pour le domaine D. Là où elle se trouve, ce serait quand même bien de savoir ça partout. Elle me donne la probabilité, mais il faudra encore savoir où est-ce que je peux trouver la probabilité. Par exemple, ici tu as, je ne sais pas si on le voit, tu vois par exemple, ça c'est, on va dire, la Belgique. Ok. Et là, on a Jet. Ou bien on va dire Google. Prenons Uccle. C'est une commune de Jet. C'est une commune de la Belgique. Ok. Ça c'est Belgique. Ok. Et ça c'est Uccle. On est d'accord que la probabilité de trouver par exemple un individu, par exemple, prenons Corentin, quelqu'un qu'on connaît, et qu'on voudrait savoir où il se trouve. Ok. Eh bien Corentin, pourquoi je donne cet exemple?
En gros, ce que je dis, c'est que il est pertinent et important de savoir la région où on a une certaine probabilité de trouver la particule. On va dire que Corentin, c'est un habitant de Uccle. Bah, du coup, ça veut dire qu'on aura zéro chance de l'avoir ici. En tout cas, la probabilité de l'avoir en dehors de Uccle est très petite. Prenons un exemple. Imaginons maintenant que le week-end, Corentin, il ne sort, il ne sort pas de Uccle. Il est toujours à la maison et va au parc, mais à Uccle. Il ne sort jamais. On va dire sur 10 années, il n'est jamais sorti de Uccle. C'est triste, mais ouais, imaginons ça. Enfin, presque jamais. C'est-à-dire que c'est presque impossible de trouver ici, 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 ici. On a plus de chances de trouver ici. Même si on sait, enfin, tu vois, c'est quand même utile de savoir à quoi ressemble la forme géométrique du lieu où je peux le trouver. Ici, c'est un plan. Tu vois, on est sur un plan, on n'est pas dans l'espace, du coup c'est un plan. Du coup, dans ce carré-là, je sais que c'est là où j'ai le plus de chances de trouver. Je ne sais pas où, comment, et même à quelle proportion que je peux trouver, mais je sais que c'est ici que c'est concentré. En dehors, c'est quasi nul. C'est impossible de trouver ailleurs parce que il va toujours à cet endroit-là. Eh bien, bah, dans ce Uccle-là, on va dire qu'après, enfin, il a ici 20% de chance d'être ici, au parc, 30% d'être ici, à la maison, 40% d'être à l'école, et attends, 20, 50, 40, 90, et 10% d'aller à l'église. Tu vois? Ça, c'est la probabilité, enfin, là, on a réussi à trouver, et les autres endroits, par exemple, aller à la boucherie, aller à la fête, aller en boîte, tu vois, les autres endroits, il n'y va jamais. Donc, le reste des lieux, leur probabilité de le trouver là-bas sont nulles. On va dire que bah, l'ensemble des lieux qu'on peut trouver, c'est ici, ici, ici et ici. 4 cercles qui ont chacun une probabilité qui contiennent une probabilité d'avoir Corentin à cet endroit-là. Voilà, en vrai, j'aurais pu avoir par exemple ça comme région d'espace. Je peux avoir ça. Et sur ça, bah, Corentin, ils vont toujours ici. On va dire, imaginons. J'aurais pu avoir ce lieu-là comme lieu où Corentin passe la majorité de son temps. Tu vois? Ici, 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 ici. Partout dans ce lieu-là, il est là. Ici c'est discrétisé. Il est là, là, on va dire ici il est là, ici il est là, ici il est là, ici il est là. Donc on va dire que c'est discrétisé. Et là c'est continu. Du coup voilà, là tu as vu que c'est quand même important de connaître la forme du lieu où on veut trouver les probabilités de trouver la particule. Du coup c'est quand même important. Du coup, c'est bien qu'on donne la probabilité, enfin on peut connaître la probabilité, mais il faut déterminer aussi le lieu où on peut avoir ces probabilités, tu vois. Du coup, non seulement il nous donne la probabilité sur un espace donné de trouver la particule, mais il nous donne aussi le lieu, la forme du lieu où on peut calculer ces probabilités. Il nous permet de calculer la probabilité, mais il faut connaître, non, il nous permet aussi de connaître la forme du lieu où on peut trouver, enfin, où on peut calculer les probabilités. Du coup, il donne, on va dire, les lieux, enfin, le lieu ou bien la géométrie du lieu, grâce à des paramètres qu'on appelle, attendez, N, L, M, c'est tout, je pense. Grâce à ces trois paramètres-là, bon, le M c'est ML ou bien MS, grâce à ces paramètres-là, eh bien, je connais la forme du lieu où peut se trouver ma particule. Mais ça, là, on trouve que si on résout l'équation, qui est difficile à résoudre. Et voilà, si on y arrive, on a le luxe d'avoir tout ça comme information. Et voilà, pour ça, il faut bien décrire, il faut bien décrire le système. Enfin, avec ça, bien sûr, mais comme j'ai dit, hein, bah, il faut trouver d'abord, en fait, tout l'enjeu, c'est de trouver le V, les différents potentiels qui agissent sur la particule. Tout l'enjeu est de bien le décrire. Car si on le décrit bien, eh bien, on arrivera à trouver la bonne fonction d'onde. Et voilà. Ça, c'est un peu, voilà.
Ça, c'est deux choses importantes qui nous permettent de trouver. Et dernière chose, bah, on peut connaître l'évolution bah, de ce lieu. Tu vois, le lieu là, il bouge. Eh bien, on peut connaître son évolution au cours du temps. Et savoir aussi l'impact du fait qu'il bouge dans le temps, l'impact qu'elle aura sur les probabilités bah, qu'on connaissait quand elle ne bougeait pas. Ça va? Bon, spoil, l'influence temporelle, on va dire, on va la mettre de côté. On se dit que, bah, normalement, en fait, tout ça, c'est lié au potentiel ici, du H. On sait que elle ne dépendra presque jamais du temps. On va quand même faire. C'est intéressant, je pense. On va faire ça maintenant. Je sais que c'est chiant comme cours, enfin, de suivre ça comme ça. Il faut savoir que je n'ai pas préparé le cours. C'est pas un cours, ça. C'est juste moi qui parle des choses que je connais et des choses que j'ai appris et que j'ai envie de parler, enfin, de partager ou bien même de parler, vulgariser et de, enfin, m'exprimer, me défouler parce que là, je suis fatigué et j'aime bien faire ça, parler comme ça. Mais voilà. Mais du coup, voilà, on va effacer ça. Non, on va laisser ça de côté. Du coup, attends, jusqu'à là, maintenant, on sait quoi? On sait que maintenant, on décrit d'une autre manière. Enfin, maintenant, on a une autre manière de décrire les différents lieux occupés par les particules petites. Pour les objets macroscopiques, comme mon téléphone, si je le lance comme ça, bah, je sais prédire à l'avance tous les lieux qu'il va occuper dans l'espace. Ok? Et comment, enfin voilà, tu vois, je peux tout connaître sur mon téléphone pourvu que je connaisse deux choses. La position initiale et la vitesse initiale qu'elle avait. Avec ces deux choses-là, elle peut qu'aller là, tu vois. Genre si, par exemple, la vitesse, c'est vraiment comme, tu vois si la vitesse, on la connaît, on va dire qu'elle démarre comme ça, et ici, eh bien, grâce à la somme des forces agissant sur lui, eh bien, je sais où il va aller. Soit là, soit là, soit là. Tu vois, selon les forces qui agissent sur l'objet, je sais trouver le lieu où il sera. Du coup, c'est quand même puissant. Genre, si je connais la position initiale et la vitesse initiale, grâce à la connaissance des forces qui agissent sur ça, eh bien, je peux trouver où il va. Par exemple, si maintenant je te dis que ça, là, la seule force qu'il y a, c'est la gravité, et qu'elle démarre à une vitesse constante comme ça, tu la lances comme ça à une vitesse constante, elle va continuer. Normalement, elle devrait aller comme ça, tu vois. Tu la lances comme ça, elle devrait aller comme ça en fusée. Mais vu qu'elle est à gravité, eh bien, elle va aller comme ça, elle va faire une parabole. Parce qu'il y a la gravité qui grignote bah, sa vitesse, quoi. Au début, elle était à 20 km/h, et bien, au plus elle avance, au plus elle est grignotée. Elle passe de 20 km par exemple à 10 km/h, 12, 10 et 0, puis elle descend. Tu vois? Voilà. Ça, c'est grâce à la mécanique quantique, enfin, grâce à la mécanique classique, on sait décrire tout ça, enfin, décrire un objet, pourvu qu'on connaisse les forces qui agissent sur lui et sa position initiale sa position initiale et sa vitesse initiale, on sait tout trouver sur lui. Maintenant, c'est comme si je te disais, bah, maintenant va à la commune. Si tu as la carte si tu as la carte prenons un autre exemple. Si par maintenant tu fais partie du gouvernement, normalement tu as accès à, on va dire, à toutes les infos concernant les gens du pays. Eh bien, grâce au lieu où ils habitent et grâce à leur carte d'identité, on va dire, en fait, il y a des choses que tu as besoin de savoir au minimum pour prédire où il peut aller. Tu vois? Enfin, c'est un peu. En gros, ici, grâce à seulement la position initiale, la vitesse initiale et les forces qui sont sur lui, je sais savoir où il sera au cours du temps. Donc voilà. Maintenant, ici, seulement pour les particules petits, c'est compliqué de juste avec la position initiale et la vitesse initiale de prédire les endroits où la particule peut être. Parce que non seulement c'est impossible de trouver la position d'un particule petit, mais aussi la vitesse, on ne sait pas. Si la position, on ne sait pas, bah, la vitesse, on sait encore moins, tu vois. Enfin, on ne sait pas dire que, voilà, la vitesse de tel électron, c'est ça. On ne peut pas. On peut pas le connaître, on va dire. On peut juste, avoir la probabilité de... Enfin, bref, non, même pas ça. On ne peut pas savoir ça comme en mécanique classique. Et du coup, bah, pour ça, il faut
une nouvelle outil de modélisation que plutôt la somme des forces égale à M1, plutôt qu'avoir la somme des forces égale à MA, eh bien, on aura une autre équation qui va nous aider à décrire les particules. Et d'abord, pour cela, il faut d'abord savoir de quelle nature est fait les particules. Plusieurs années ont servi à étudier les particules comme l'électron. Et on a vu en réalité que toute particule se comporte comme une onde. On va dire, une onde, c'est quoi? C'est simplement le déplacement de l'énergie. Soit en une direction, soit dans le plan. Attendez. Soit dans le plan, ou soit dans l'espace. En gros, ça c'est les sphères. Ça, c'est pour une onde comme les cordes, onde sonore ou bien onde de l'eau. Non, onde de l'eau, et onde sonore et onde de lumière ou bien électromagnétisme. Bref, les ondes, on les connaît, on les a étudiées pendant longtemps. Les Hollandais les ont étudiées beaucoup. Et voilà. Et du coup, aucun des autres. Et comment on s'est rendu compte qu'une particule était une onde à la fois, en tout cas avait les propriétés que l'onde avait, qui est de interférer, se diffracter, effet Doppler, bref, tous ces trucs-là. En fait, on a d'abord, Einstein a commencé par dire que la lumière échange de l'énergie comme les particules. Ça c'était vraiment le début. Le début parce que ça c'est révolutionnaire. Genre, grâce à un phénomène qui s'appelle l'effet photoélectrique, eh bien, Einstein a postulé que la lumière échange de l'énergie par paquet. Parce que autrement, ce ne sera pas possible d'avoir ce phénomène-là. Il a proposé que pour que ce phénomène soit décrit par une équation, il faudrait que la lumière échange de l'énergie par particule. Et l'énergie de chaque particule que la lumière possède, pour les envoyer sur un matériel, leur énergie, c'est quoi? C'est H nu. Et cette énergie-là, elle est discrétisée, elle n'est pas continue. Parce que nu, ce n'est pas. Nu n'est pas fixe, tu vois. Nu n'est pas continu. C'est pas une variable qui évolue dans le temps. Nu est fixé. Il peut valoir 20 Hz, 500 Hz, 200 Hz, etc. Il est discrétisé, tu vois, ou pas? Oh, je sais même pas. Enfin, je sais pas pourquoi c'est. Je sais pas pourquoi c'est discrétisé. Enfin, bref. En tout cas, Einstein a postulé que la lumière échangeait son énergie en paquets. En gros, la lumière est faite de particules, et chaque particule donne son énergie aux électrons du matériel pour faire partir un électron. C'est ça que Einstein a voulu dire. Et du coup, voilà. Et du coup, vu que maintenant, ça a été prouvé expérimentalement, et voilà, on a accepté que la lumière est échangée de l'énergie par particule et que c'était des photons qui donnaient leur énergie à l'électron pour qu'il s'échappe. Et ces photons-là, ils avaient des fréquences différentes. Leur fréquence, c'est la fréquence de la lumière, quoi. Bref, mais du coup, Einstein ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit que, tiens, vu que maintenant la lumière échange son énergie par paquet, en tout cas, effet de particules, pourquoi pas postuler que la lumière avait une impulsion? Une impulsion, c'est une grandeur que toutes les particules ont. C'est une grandeur qui est conservée. C'est une énergie fin. C'est pas une énergie, c'est juste une grandeur qui est conservée, mais ça n'a pas trop d'interprétation. Essayez de vous comprendre ça, c'est juste. C'est ce qui est lié au mouvement de la particule, quoi. Enfin, de la particule. Genre, elle est proportionnelle à la vitesse de la particule, ce P là. C'est juste une grandeur qui est conservée. En gros, la vitesse fois la masse de la particule, enfin, toutes les particules ont une impulsion. Et du coup, Einstein a dit que vu que la lumière avait une énergie comme les particules, enfin, une énergie discrète, hein, parce que une onde n'a pas la même énergie qu'une particule, enfin, enfin,
elle n'est pas de la même manière. Enfin, oui, elle n'est pas de la même manière. Enfin, c'est pas la même chose. Hein. L'énergie d'une onde et l'énergie d'une particule, c'est pas la même chose. Et du coup, bah, celui du nom, enfin, celui qu'on a trouvé pour la lumière était celui. Enfin, on pouvait dire que. Enfin, c'était la version particule de l'énergie. On a pu trouver une énergie d'une onde, hein, mais c'est pas ça qu'on a trouvé. En tout cas, c'est pas ça c'est pas ça qu'on a utilisé pour décrire, on va dire, l'effet photoélectrique. C'était une énergie avec la forme de celui d'une particule. Je ne sais pas en quoi ça là, c'est lié à l'énergie d'une particule. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais dis-toi que c'est ça qui a été postulé. Et du coup, bah, Einstein s'est dit que, bah, vu que maintenant, on admet que la lumière est faite de particules, pourquoi pas posséder une impulsion? Sauf que maintenant, l'impulsion, Einstein ne va pas le décrire comme m fois v. D'ailleurs, v, il y a ici un vecteur. Parce que ça, c'est purement une particule. La lumière, c'est une onde, ça on le sait. Depuis longtemps, c'est vrai. Et c'est toujours vrai. Sauf que, on a juste dit que bah, la lumière qui avait ces caractéristiques d'onde, eh bien, on a vu qu'elle avait aussi des caractéristiques de particules. Et du coup, bah, il ne faut pas jeter à la poubelle les travaux qu'on a fait sur l'onde, pour la lumière. On va juste lier les deux. Parce que si c'est à la fois une onde et une particule, en tout cas, s'il y a les propriétés d'une onde et d'une particule, ou bien si les deux à la fois, eh bien, il faut que bah, l'impulsion qui est destinée aux particules s'exprime comme les paramètres que seule une onde peut avoir. Et donc, au lieu de dire que c'est m fois v, on va dire que c'est h, une constante, fois petit k. Petit k, c'est quoi? C'est la. Enfin, elle indique quoi? Elle indique la direction de propagation de la lumière. Ok? Et en réalité, sa norme, c'est quoi? C'est la pulsation spatiale. La pulsation temporelle, c'est quoi? C'est oméga égale à 2pi sur la période temporelle. Période, bah, que tu connais, c'est le temps qu'il faut pour quelque chose. C'est la période temporelle. Mais il y a aussi une période spatiale. Et ça c'est propre que pour les ondes. Seules les ondes ont une période spatiale. Parce que ils ont des motifs dans l'espace qui se répètent quand ils se propagent. Et du coup, bah, voilà. Et du coup, ce cas décrit ce motif-là, ce motif périodique. Et cette fois-ci, la période la période spatiale, la période, en gros, l'espace, la distance pour qu'un motif se répète, ça là par exemple, la distance pour que ce motif de cercle se répète, c'est de là à là. Et bah, c'est cette distance-là. Et pareil, c'est cette distance-là. Bon, là j'ai fait un truc qui grandit, tu vois. En soi, j'aurais dû faire en sorte que, en fait, ils ont la même distance, en fait. Parce que c'est hop là, hop là, hop là, c'est la même distance. De là à là, c'est la même distance. C'est la même distance que de là à là. Et de là à là. Voilà. Du coup, ça là, il faut quand même le caractériser. Ça, c'est lambda. C'est bah, la distance qu'il faut pour que le motif se répète. Si tu avais ça au début, bah, après lambda, tu obtiens le cercle. Après lambda, tu obtiens le cercle. Pas ici. Après lambda, tu obtiens le boss ici. Après lambda, tu obtiens le boss ici. Là, c'est lambda, c'est la période du motif. Et du coup, bah, le cas, c'est quoi? C'est 2pi sur cette période-là. Donc, la pulsation, c'est la période temporelle et le nombre d'ondes, c'est son prénom, c'est ça, c'est la pulsation. Ça, c'est la pulsation, mais on appelle le nombre d'ondes. Mais les deux correspondent à l'inverse de la période. Alors, on appelle ça fréquence aussi, parce que c'est proportionnel à la fréquence. Et ça, bah, il n'y a rien pour le. Enfin, pas trop faire la même chose. Mais bref, ils sont liés. Sauf que l'un, c'est pour le temps, et l'autre, c'est pour l'espace. Et du coup, bah, c'est ça, quoi. Et c'est vectoriel parce qu'une distance est vectorielle. Cette onde-là, là, elle va comme ça. Si mon repère, c'est
X, Y, bah, tu es d'accord avec moi que bah, l'onde, elle va comme ça. Ok? Elle suit la direction X. Mais qu'est-ce qui empêche de venir vers toi? Ou qu'est-ce qui empêche d'aller vers le haut? Tu vois, là, elle bouge comme ça. Pourquoi pas bouger? Pourquoi pas bouger comme ça? Pourquoi pas bouger vers toi? Voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est un vecteur, parce que une onde a une direction. Sa direction vers où elle propage. Ici, le cercle ici se propage vers là. Ok? Et ici, le sphère là se dirige vers toi, ou vers là, ou bien, tu vois, ils ont une direction, genre vers là, ou bien, sur. Eux, bah, pour lui, c'est vraiment une direction partout, quoi. Genre, c'est dans l'espace. Ça a tous les enfin, une direction qui combine toutes les directions d'espace. Parce que ça se propage comme ça. Voilà, c'est pour ça que bah, c'est un vecteur. Mais bref, du coup, Einstein, bah, du coup, il propose de dire que bah, vraiment, à l'époque, on ne sait pas que la lumière était faite de particules. Enfin, on disait que non, la lumière n'est pas faite de particules, mais on accepte qu'elle échange de l'énergie par paquet comme une particule. Elle échange de l'énergie comme une particule. Et ça permet d'expliquer l'effet photoélectrique. Ok, mais ils n'ont pas admis que l'onde était faite de particules. Mais Einstein, il s'est dit pourquoi pas. Vu que l'onde échange de l'énergie comme une particule, pourquoi pas avoir les autres propriétés d'une particule? Soyons fous. Et du coup, bah, il a postulé que bah, la lumière avait ça comme équation de pulsation. Seules les particules ont une pulsation. La lumière, à cette époque, n'est pas une particule. On n'a pas dit que c'est une particule. On a juste dit qu'elle échange de l'énergie comme une particule. Mais on n'a pas encore dit que ce n'est pas une particule. Et pour que ce soit une particule, il faut que elle est ça là. Et du coup, Einstein a proposé ça. Et cela a été prouvé. Cela a été prouvé plus tard par Compton, qui a fait des collisions avec la lumière et les électrons. Et il a vu que ça se cognait comme une particule. Et du coup, bah, vu qu'il y avait une collision, quand il envoyait de la lumière sur un électron, en gros, il observait une collision, et bien, ça peut qu'être, on peut que avoir comme conclusion que la lumière est une particule. Parce que si ce n'était pas une particule, pourquoi ça rentre en collision? Encore électron et proton, on comprend, ça rentre en collision. Deux objets rentrent en collision. Mais là, on a envoyé de la lumière sur de l'électron et on a vu une collision aussi. Donc, la lumière est faite de particules. C'est comme ça que ça a été prouvé. Et l'équation qui a prouvé cela, c'était l'équation qui disait que, tu vois, quand ça, sa lumière, elle va ici, sur l'électron. L'électron, il part comme ça, et la lumière est déviée. Comme s'ils se sont collisionnés. Genre, toi, normalement, si elle. Attends, on voit là? Je sais pas. Oui, on voit. Du coup, en gros, si la lumière n'était pas une particule, elle irait comme ça. Certes, l'électron va s'échapper, mais la lumière, elle n'a pas de raison d'être défiée. Elle va continuer. Genre, l'électron, elle s'échappe. Elle a eu son énergie pour s'échapper. Elle a eu son énergie pour elle a eu son énergie pour s'échapper. Et du coup, bah, aucune raison pour laquelle elle se dévie. Genre, si j'envoie une particule sur l'électron, ok, après, bah, ça va, boum, tu vois, ça va partir par là ou par là. Enfin, ils vont se diviser. Genre, lui, il va aller comme ça, mais après la collision, l'électron peut aller comme ça et lui part comme ça, tu vois. Ou encore, il peut retourner en arrière. Ou aller comme ça, tu vois. Bref, les deux, ils changent de direction. Lui, au début, il était au repos. Lui, il était en activité vers lui. Il se dirigeait vers lui. Ben, vu que une particule, quand deux particules entrent, ben, ils se séparent ou bien, voilà. Tu vois, quand deux personnes se cognent, eh bien, bah, si vraiment l'impact est intéressant, eh bien, normalement, ils se séparent. En tout cas, ils vont, tu vois, il n'y a pas un qui traverse l'autre. Les deux, ils se, voilà. Et Compton a prouvé cela.
il a fait une expérience dans laquelle il a envoyé de la lumière vers une particule d'électrons et a mesuré la longueur d'onde initiale. Au début, ça c'est le photon, enfin ça c'est la lumière. Sa longueur d'onde, on va dire au départ c'était lambda. Et sa longueur d'onde après, on va dire que c'était, attendez, c'était lambda prime. Elle a changé. Et lambda prime moins lambda est égal à delta lambda. Et vu que, enfin, je ne sais pas comment je peux vous montrer que ça changeait de là à là. En tout cas, ça a été dévié. Enfin, en soi, normalement, c'est même si ça se dévie normalement, c'est pas censé, je sais pas. Sûrement lié à une conservation de l'énergie ou de l'impulsion, enfin, je pense. En tout cas, il a observé que le lambda initial n'était pas le même que le lambda final. Et bah, du coup, il y avait une différence entre bah, les deux, quoi. Et là, il y a une formule qui dit que l'état lambda, même si on sait qu'il existe parce qu'on mesure deux choses différentes, on peut le faire plusieurs fois et mesurer plusieurs valeurs différentes. Mais aussi, on peut trouver une formule qui bah, définit cela. Et bah, la formule, c'était, et ça a été démontré, delta, ça là, c'est quoi? C'est 1 plus cosinus de l'angle de déviation fois une coefficient 1, un coefficient ici, que je ne sais plus lequel, que j'ai appelé, je sais pas, W. Je sais pas, j'ai oublié le coefficient. Je peux aller voir ça maintenant, en vrai. Rien ne m'empêche. Ainsi, je revois la formule. Et voilà. Ok. Origine de la physique quantique. Ok. Carrément, je peux même. En effet, c'est des lambda, ils appellent les mêmes longueurs initiales. Enfin, la longueur finale n'était pas la même que la longueur initiale parce que j'ai oublié pourquoi. En tout cas, c'est pas la même qui est mesurée. Mhm. Je devrais revoir cela pour voir un peu la différence entre bah, pourquoi la longueur d'onde change. Mais en tout cas, c'est ce qui a été observé et mesuré. Mais comment ils ont fait ça et pourquoi, je vais voir ça après. Mais en tout cas, c'est le coefficient que j'essaie de trouver, que j'appelais W, c'est en réalité H sur MC. Pour trouver ça là, en fait, il fallait créer deux équations qui décrivaient la conservation de l'énergie et de l'impulsion. Et du coup, bah, en écrivant l'équation de la conservation de l'énergie pour la lumière qui arrive et la conservation de l'énergie pour la lumière et tout, et aussi pour la particule, eh bien, on obtenait un système d'équations. Et quand on le résout, on voit que bah, on arrive à trouver bah, delta H qui est égal à ça. Ok. Et du coup, voilà. Et voilà. Tout ça pour dire que bah, voilà, il a posté ça et ça a été prouvé par l'effet Compton. Cette expérience-là, que j'ai appelée effet Compton. Et du coup, voilà. Et voilà. Bah, maintenant, on sait que maintenant que c'est prouvé que bah, la lumière est aussi une particule. Pourquoi je vous raconte ça encore? J'ai oublié pourquoi je vous raconte ça. Oui. Du coup, voilà. Ça, c'était au début. Puis après, on a fait une autre expérience de Broglie, un autre scientifique, a dit que. hum, a dit que. Voilà. Je propose que. On dit que tout particule possède une longueur d'onde. Voilà. Il a dit ça comme ça. Et ça a été prouvé. Ça a été prouvé. Et. Voilà. Oui, ça a été prouvé, je pense. Attendez. Je vais voir comment.
tout cas, voilà, non, il a posé ça, mais je ne sais plus comment il a démontré ça expérimentalement. Mais voilà, maintenant, du coup, après, de Broglie a dit que toute particule possède une longueur d'onde qui est égale à quoi? Qui est égale à. Il me semble que. Non, non. Lambda. Lambda qui est égal à H sur C, je pense. Je vais voir. Lambda qui est égal à H sur P. Et donc, vu que les grandes particules n'ont pas une très grande impulsion, en gros, plus l'impulsion est grande, plus la longueur d'onde est petite. Plus l'impulsion est petite, plus la longueur d'onde est grande. Et pour qu'il y ait. Enfin, ça devient un peu compliqué tout ça. Bon, bref, j'ai plus pourquoi, en gros, nous-mêmes, on n'est pas une onde à la fois, et seuls les électrons le sont, parce que les électrons, en fait, c'est lié à la masse. H sur. P, c'est quoi? C'est M fois V, tu vois. M fois V, scalaire V, la norme de V. Et donc, vu que nous, là, on a une grande masse, H, en fait, c'est quoi? H, c'est 6,0. Il y a 6,66, je sais pas, fois 10 exposant moins 19. Et ça, là, pour que. Finalement, 10 exposant moins 19, ça taille dans le bon cordon. Elle est très petite, tellement petite qu'on dirait qu'il n'y a pas d'oscillation, quoi. C'est compact, tu vois. Bref, en tout cas, il faut vraiment que la masse soit égale à 10 exposant moins 19 pour que ça se simplifie et on y ait une valeur de 0,1 ou 1 ou 2, tu vois, comme valeur, comme longueur d'onde. Mais vu que notre masse à nous, elle n'est pas de l'ordre de 10 exposant moins 19, eh bien, c'est très petit, ou bien très grand. En tout cas, ça pas ça va faire moins 19, ça va faire du 10 exposant moins 19 sur, par exemple, on va dire 80 kg. 80 fois 10 exposant 3. Tu vois que c'est négligeable, quoi. Moins 19, moins 3, moins 23, encore plus petit, tu vois. Bref. Du coup, voilà. Voici l'origine de la physique quantique. Parce que maintenant, on sait que non seulement la lumière est une onde et une particule, mais aussi les particules petites comme l'électron sont une onde et une particule. Ça. En tout cas, ils ont les deux comportements. Ils ont le comportement ondulatoire et comportement de particules. Et comment on prouve qu'ils ont, au-delà de ça là, que de Broglie a proposé, eh bien, on a fait une expérience qui montre que l'électron se comporte comme la lumière et comme une onde. Parce que, en faisant l'expérience des doubles fentes de Young, avec l'électron, eh bien, quand on voit plusieurs électrons et tout, eh bien, quand tu as deux fentes ouvertes, très petits bien sûr, eh bien, l'électron peut aller là, 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 peut aller là. Et quand tu fais plusieurs fois l'expérience, tu verras que ça, c'est tous les jets d'électrons qui ont été envoyés. Et en envoyant, l'un va là, l'un va là, l'un va là, l'un il va là. Et ainsi de suite, on obtient une figure d'interférence ici et rien au milieu. Ça a fait bien sûr, ça ressemble à ça. Et horizontalement, ça donnerait ça. Voilà. Ça, c'est la fréquence. Là, c'est si tu veux prédire à l'avance, c'est la probabilité que tu obtiens l'électron, quoi. En tout cas, les positions sur ça, là, occupées par les électrons, est distribuée comme ça. Genre, il y a plus de chances d'avoir ici, au milieu, à cette distance, à cet endroit-là, que ailleurs, quoi, tu vois. Bref. Du coup, voilà. Ça, c'est l'expérience qui a prouvé cela. Je vais voir si on voit bien. En effet, on voit bien.
Ok. Ok, maintenant, tout ce qui est origine de la physique quantique a été fait. Maintenant, vu que maintenant on sait que toutes les particules sont aussi des ondes, car ils se comportent comme une onde, eh bien il faut maintenant une équation d'onde. Pour la lumière, revenons à ce qu'on connaissait en quête de base. Pour la lumière, enfin pour une onde en général, une onde, hein, on va dire, une onde, toute onde possède une équation d'onde. Toute onde possède à la fois une fonction d'onde, mais une équation qui décrit leur propagation. Ok, bah, c'est la dérivée carrée de l'onde, quoi, sur la dérivée carrée du temps, proportionnelle à 1 sur v carré de la dérivée de la même fonction d'onde sur la position carrée. Ça, c'est une fonction d'onde. Non, ça, c'est une équation qui décrit qui décrit le mouvement de l'onde. Pour un objet, une particule, on va dire grand, comme une maison, enfin, comme une voiture ou autre, sa trajectoire, en tout cas, c'est son évolution, en tout cas, ses différentes positions, en gros, son mouvement est défini par l'équation de Newton qui dit que la somme des forces égale à masse fois accélération. Là, tu as une onde et là, tu as une particule. Plus tard, ça c'est vecteur. Ça c'est quoi? C'est en réalité somme des forces égale à masse fois la dérivée seconde de la position au cours du temps. Ok? Et par la suite, un certain Lagrange a trouvé une autre manière de décrire le mouvement des particules. Donc particules, mais macroscopiques. Hein. Macroscopiques. Comme une planète. Macroscopique. Comme une planète, un être humain, une voiture, bref, les objets qui bougent, quoi, mais qui ne sont pas très petits. Et du coup, voilà. Du coup, il y a ça qui est en réalité une équation différentielle vectorielle. C'est une équation vectorielle parce que on a vecteur ici et vecteur ici. Et on a une égalité liant un vecteur et un vecteur. Okay, et différentielle parce qu'on fait apparaître une dérivée seconde au carré. Et du coup, Lagrange, par la suite, a proposé une autre manière de décrire un système, ou bien une particule macroscopique, sans passer par le vecteur. Parce que le vecteur, c'est chiant, parce que les vecteurs, ils ont des composants. Et enfin, c'est pas toujours facile de travailler ou bien de calculer avec des vecteurs. Il y a le gradient, il y a des trucs comme ça. Du coup, voilà. Du coup, en fait, attends, je vais voir si on voit bien. Oui, on voit bien. Du coup, Lagrange a proposé une autre manière de décrire tout ça. Du coup, ça c'est pour l'instant, c'est Newton. Et du coup, Lagrange a proposé une autre manière de décrire un objet ou bien un mobile. Et c'était en utilisant seulement T et V. L'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et du coup, voilà. Et c'est tout. Voilà. Et du coup, en fait, comment, avec ça, là, il résout, il décrit, on va dire, le mouvement d'une particule. Eh bien, il a créé ce qu'on appelle le Lagrangien, qui est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Et donc, l'équation de mon mouvement, en fait, avec ça, là, c'est bien. Hein. Il n'y a pas de vecteur. Mais il y a ce qu'on appelle des coordonnées généralisées. C'est des coordonnées que tu autorises ton système à avoir. C'est les degrés de liberté, quoi. En gros, si tu as un système qui, tu as besoin qu'il bouge comme ça, il est traité, tourner, encore, ou les deux, bref. En tout cas, c'est les paramètres que tu vas dire qui vont varier dans ton système.
les choses qui vont changer au cours du temps, et même au cours d'espace ou au cours de la rotation que tu fais. En tout cas, c'est les degrés de liberté, c'est les degrés de liberté de de ta machine ou de ton mobile. Et du coup, bah, par exemple, une pendule a comme degré de liberté l'angle de rotation. Elle bouge que comme ça, tu vois. Elle ne translate pas, elle bouge que comme ça. Et du coup, bah, pour décrire une pendule, on va utiliser le θ comme coordonnée généralisée. Et en gros, pourquoi je dis ça? C'est parce que bah, au lieu d'avoir somme des forces égale à ma, eh bien, on aura la, la dérivée au cours du temps du, la dérivée du Lagrangien par rapport par rapport au premier coordonnée généralisé que je nommais QI dérivé moins, enfin, ou bien je sais plus, j'ai oublié comment attends, il y a ça, plus la dérivée de Lagrangien par rapport à ce même, mais normal. En gros, là, on dérive par rapport à la dérivée du coordonné généralisé, et là, on dérive par rapport à la dérivée, enfin, par rapport au coordonné généralisé. Le QI, ici, c'était θ pour la pendule, mais ça peut être autre chose. Hein. Θ, le X, le Y, le Z, le lambda, je sais pas, enfin, il y a plein de paramètres que tu peux dire que ton système a. Et ces paramètres décrivent bah, les différents mouvements que tu veux autoriser ton système à avoir. Et du coup, voilà. Et du coup, vu que c'est I, ça veut dire qu'il y aura il y aura autant de lignes pour autant de degrés de liberté ou bien de paramètres généraux. S'il y a 1, 2, 3, 4, 5, eh bien il y aura 1, 2, 3, 5 lignes d'équation. Mais vu qu'ici il y en a un, je vais juste faire un. Par exemple, par rapport à θ, pour la pendule, et ici par rapport à θ. Ok. Et du coup, bah voilà, tu as ça, et égal à les efforts généralisés qui ne dérivent pas d'un potentiel. En gros, tu auras tout ce qui ne dérive pas d'un potentiel. Enfin, ça c'est quoi? C'est juste un moment de force, je pense. C'est. Attends. J'ai oublié c'est quoi la formule, mais en tout cas, c'est pas un vecteur, c'est. Je pense que c'est une distance fois c'est une distance fois une force, je pense. Mais je sais plus trop comment ça se. Ah non, ok, je pense que c'est un produit scalaire entre une distance et une force. Je pense que c'est un truc du genre, mais je suis pas trop sûr. Mais bref, en tout cas, voilà. Ça, c'est ce que Lagrange propose. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de vecteur. Ok. Maintenant, et c'est pour finir. Attends, ça, c'est pour. Ça, c'est pour bah, la même chose. Hein. Attends, ça, c'est première version. Deuxième version avec Lagrange. Ça, je vais effacer. Mais il y a oui, première version, deuxième version, et il y a une troisième version bah, en gros, une troisième manière de décrire le mouvement d'un système ou d'une particule ou bien d'un objet ou d'un mobile, c'est avec le Hamiltonien. H égale à T plus V. Au lieu de T moins V, c'est T plus V. Et il y a d'autres choses, il y a ça là, pour le Hamiltonien aussi, un truc du genre. Mais je ne vais pas le faire ici parce qu'on n'a pas pris ça et c'est pas utile. Et du coup, voilà, ça c'est pour décrire une particule. Vous savez comment faire? Okay. Une onde, une particule, on va dire, particule, mais, une particule macroscopique, bien sûr. Et du coup, bah, maintenant, on a bah, ça. Maintenant, on n'est pas en face d'une particule, ni en face d'une onde pure. On est en face d'un objet qui a les deux propriétés. Et vu que c'est le fait qu'il a la propriété des ondes qu'ils a obligé de trouver une équation qui décrit bah, les différentes positions que peut occuper l'onde au cours du temps. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu besoin de créer l'équation qu'on appelle l'équation de Schrödinger. Et du coup, bah, on va faire ça maintenant. On va voir ça maintenant. Je vais effacer ça.
Ok. Du coup, dernière chose, c'est pour les particules quantiques. Ce sont des particules qui ont les deux propriétés, onde et particules. Et du coup, pour décrire, en fait, il faut se dire que, vu que c'est une onde, il existe une fonction d'onde, que j'ai appelée phi, qui dépend de la position et du temps. Ça veut dire quoi? C'est juste x, y, z. C'est la même chose. Ok? Et du coup, voilà, il existe forcément une fonction d'onde. Tout comme lui, une onde a une fonction d'onde qui est comme ça. Une onde, il a une fonction d'onde qui est comme ça. Y de x t égale enfin, soit tu exprimes en réel, donc ce sera a cosinus de, attendez, a cosinus de la position produit scalaire avec le k moins oméga t. Tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai oublié ça, mais il faut le mettre. Je ne sais pas si c'est encore là. Ouais, voilà. Non, il n'est pas encore là, il n'est plus là. Mais voilà, ça, il faut mettre ça. C'est une position fois ça, et oméga fois ça. En fait, il faut que ces deux-là s'annulent. Parce que position fois un truc 2pi sur lambda, distance, ça bat, il n'y a plus d'unité. En fait, ce qu'il y a dans la parenthèse du sinus, du cosinus ou encore de l'exponentielle, il faut qu'il n'y ait pas de dimension physique, de unité quoi. Il ne faut pas qu'il y ait de unité. Il ne faut pas qu'il y ait d'unité. Donc cosinus de ça plus b sinus de la même chose, x k moins oméga t. Ok, ça c'était en réel, mais en complexe, c'est quoi? C'est, attendez, pour ça je vais effacer ça. En complexe, ça devient quoi? Enfin, en complexe, on obtient par exemple y0 fois e, i, x, k, moins oméga t. Pour plus d'infos sur pourquoi on a ça et comment on fait pour passer de ça à ça, il faut se rendre à ma vidéo qui parle de... Non, en réalité, ça c'est la partie réelle de ça. Mais juste qu'en physique, maintenant, on est habitué, du coup on sait que ça, pour avoir la vraie mesure de la vraie vie, il faut prendre la partie réelle de ça. Mais c'est lié avec le phaseur et des choses comme ça. Juste que, vu que c'est une équation, on va dire, ondulatoire, eh bien, on peut les ramener en exponentielle imaginaire parce que EI θ, c'est quoi? C'est cos de θ plus sin de θ. Plus I fois sin de θ. Et du coup, voilà. Ça, bon, en réalité, c'est la partie réelle, mais je ne vais pas mettre parce que c'est moche. Mais on comprend ce que c'est. Voilà. On comprend ce que c'est la partie réelle, normalement. Pour plus d'infos, n'hésite pas à regarder une vidéo dans laquelle j'explique tout, tout cela. Du coup, voilà, ça c'était la tronche de la fonction d'onde chez les ondes. C'est ça pour tout onde, tu vois. Pour toutes les ondes, que ce soit onde, que ce soit pour le champ électrique, qui aussi, qui se propage comme une onde, parce que, enfin oui, et ça aussi quand même pour les signaux et tout ça. Pour un champ magnétique, pour les deux, un champ électromagnétique, on va dire un champ. Comment on symbolise une onde électromagnétique? En tout cas, un champ électromagnétique. Enfin, ce sera. Voilà. Bref, en tout cas, pour les deux, on va dire E plus B. Et du coup, voilà. Encore que ça c'est pour les champs électromagnétiques. Mais on peut aussi avoir ça pour les ondes de matière. Et c'est tout, normalement. Le reste, tout. Il y a soit onde de matière ou soit onde de lumière. Et les champs électromagnétiques sont la lumière fait partie fait partie des champs électromagnétiques. Eux tous, ils ont cette tranche-là. Et c'est défini pour tout espace et pour tout temps. Maintenant, sauf que maintenant qu'on est face à des particules quantiques,
on a plus ça tout le temps. On aura certes une équation qui ressemble à ça, l'équation qui, on va dire, non, on aura juste une équation autre qui décrit ce comportement qui décrit, on aura une équation qui décrit ce comportement d'onde et de particules. L'équation est la suivante. J'ai mis là, hein, mais je la remets. Schrödinger s'est dit que, bah, vu qu'il existe une fonction d'onde psi, ok, qui est égale à quoi? À, on va dire, phi 0, i, on va dire, une constante ici, on va dire que alpha k, moins oméga t, ou bien moins bêta oméga t. Il faut que elle, c'est cette tranche-là, tu vois. Et bien, bah, vu que maintenant, on passe de l'équation à l'équation ici, à la solution ici, qui a cette tranche-là, on peut faire l'inverse. On prend ça et on l'injecte là-dedans et on obtient bah, on vérifie que c'est juste. En faisant ça, on obtient à la fin, on obtient une relation de dispersion qui est égale à quoi? Oméga est égal à C sur. Attendez, j'ai oublié ce que ça donnait. Attendez, oméga est égal à C fois K. Ça, c'est pour la lumière. Pour une particule, tu auras une autre expression que ça. Mais en tout cas, c'est une expression qui lie la partie temporelle et la partie spatiale de l'onde. Et donc, ça correspond à une onde parce qu'elle varie en espace et en temps. Voilà. Bon, on va faire la même chose. Hein. On prend ça et on l'injecte là-dedans, mais je ne vais pas faire les calculs en détail. À la fin, on a des contraintes, on a des discussions et tout pour, en gros, on va discuter durant le calcul. On va dire que alpha vaut ça, bêta vaut ça. Il faut qu'il y ait ça pour que ce soit correct. Bref, plein de choses pour arriver à le fait que bah, l'équation d'onde sera la dérivée de psi par rapport au temps moins fois moins i égale à h fois psi. Ça, c'est l'équation qu'on est arrivé. Là, elle est compacte. Le h, je rappelle, hein, le h, c'est quoi? C'est t plus v, le hamiltonien, égale à p carré sur 2m plus v. Égal à quoi encore? Est égal à h carré sur 2m Laplacien, ou bien dérivée carré sur dérivée position. C'est la même chose, hein, mais sauf que vu que ça c'est pour une coordonnée, une dimension. Mais si on veut prendre toutes les dimensions de l'espace, eh bien, il faut prendre un opérateur qui dérive toutes les directions de l'espace. Et c'est cet opérateur-là qui dérive tous les coordonnées ou toutes les directions de l'espace. Cet opérateur-là, qui fait cela, c'est le Laplacien. Bah, vu qu'il dérive deux fois, si dérive une fois, c'est le gradient. Mais vu qu'il dérive deux fois, eh bien, c'est le Laplacien. C'est le Laplacien, il est comme ça. Plus V, voilà. Voilà. À la base, on avait ça plus ça, mais après, on a réussi à lier P et les opérations de dérivée, parce que P c'est M fois V, et V c'est la dérivée de la position au cours du temps. Voilà, voilà. Et du coup, voilà, ça c'est la tronche de notre équation qui décrit comment se comporte, en tout cas qui décrit le mouvement des particules. Et ce qu'on a vu, c'est que, bah non, en fait, vu que dans la vraie vie, on a la probabilité de trouver une particule à un temps donné, n'est pas déterministe. En gros, on ne peut pas le déterminer comme ça. Et que, en tout cas, on propose qu'on peut juste trouver les probabilités de ça. Et du coup, ça là, en le résolvant, on aura juste une probabilité. Genre, on prend juste le fil là, va nous dire des choses, hein. On aura une expression analytique, mais avec ça on ne sait rien faire parce qu'on ne sait même pas interpréter ça. Par contre, quand on le met au carré,
on voit que les valeurs qu'on obtient correspondent à des probabilités qu'on peut avoir dans la vraie vie qui sont vérifiables expérimentalement. C'est un constat qu'on a vu que quand la réponse de ça qu'on a, ok, pour un système donné, bah, quand on le met au carré, l'expression, quand on prend le module et on le met au carré, eh bien, on obtient une valeur entre 0 et 1 qui correspond à une probabilité. Et ces valeurs entre 0 et 1, ça correspond réellement à la vraie probabilité d'obtenir la particule pour laquelle on a résolu cette équation. Ça correspond à vraiment à la probabilité d'avoir à des endroits d'espace. Voilà. Et voilà. Maintenant, comment on résout ça? Okay. C'est ce qu'on va faire maintenant, dans les dernières minutes. Du coup, on retient ça, c'est le plus important. Enfin, ça, c'est notre modèle pour décrire les particules quantiques. Et voilà. Pour info, ça, c'est juste un. Ça contient les énergies totales du système, en tout cas de la particule, s'il n'y a que la particule dans le système. Okay. Prenons ce tableau-là. Ok. Oui, voilà. Comment on résout l'équation qui est ici? Je la réécris. Moins I h bar dérivée de la fonction psi sur le temps égale à x bien sur t égale à h x t. Et le h c'est quoi? Je vais l'écrire entièrement. Le h c'est l'énergie cinétique, en gros, que l'on représente par h bar carré sur 2m, h bar carré sur 2m, fois le Laplacien de phi, plus le potentiel au cours du temps, fois psi. Ok, ici on va quand même. Enfin, ça c'est compliqué à résoudre. Je l'assure. C'est très compliqué à résoudre parce que c'est une équation différentielle complexe qui a second ordre, premier ordre. Ça, moi, je pense que. Je sais pas si en maths on sait comment résoudre ça. Mais on va faire des simplifications parce qu'on est en physique. Ça veut dire que grâce aux lois de la nature et au comportement qu'on peut voir de la vraie vie expérimentalement, on peut simplifier des choses et supposer que, bah voilà, vu que ça c'est comme ça, on laisse ça. En maths, on ne peut pas faire ça. On peut juste travailler avec des gros paquets des grosses expressions comme ça. Mais en physique, on peut simplifier parce que la simplification bah, nous ramène à quelque chose de vrai c'est parce qu'on a observé qu'on simplifie. Tu vois. Bon, je n'ai pas trop d'exemples sur ça, mais juste dis-toi qu'on va simplifier des choses. En fait, qu'est-ce qu'on va simplifier? Regarde. Tout pour ça en deux parties. Okay. Ici, tu as une équation de dérivée au cours du temps. Et ici, tu as, on va dire, attendez, je vais juste écrire ça comme ça. Ouais. Ok, là, comme tu as vu, j'ai pris x. Bah, ouais, ici, c'était x bar, pour vous dire que c'est un vecteur de temps, de position. X, y, z. Ici, je travaille avec x normal. L'équation de Schrödinger, on va d'abord la résoudre pour une dimension des données, puis on va la résoudre dans l'espace. Si je veux la résoudre dans une direction donnée, d'abord je bois de l'eau.